Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 6. The number you have dialed has been changed. The new number is 9. 9. Teisha. Ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers, il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a 9 mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les 9 parallèles. Épisode 6. Les conséquences de K16, partie 3 sur 5. « 10 juillet, dans la salle de contrôle du réacteur Pléthore. » Bob Moore en imposait. Physiquement, il était grand, les épaules larges, un corps athlétique malgré sa soixantaine et une tignasse de cheveux certes gris mais abondants. Ses yeux bleus encadraient un nez étroit. Une moustache bien taillée lui donnait un faux air de Jean Ferrat. Intellectuellement, il était vif, perspicace, observateur, et il aurait pu tapisser son appartement entier avec ses diplômes. De plus, il n'était pas monomaniaque, car ces derniers avaient été obtenus dans des domaines aussi différents que la philosophie, les mathématiques ou la physique appliquée. Un tel homme pouvait-il connaître l'échec ? Bob en avait eu 2 dans sa vie. Son mariage s'était terminé par une guerre sans concession, et Pléthore, dont il avait été le chef de projet ultra investi et qui avait manqué de détruire la planète. La frustration que Moore avait ressentie le jour où son bébé avait été condamné à mort avait failli détruire sa vie. Il était persuadé que l'incident aurait pu être contrôlé et que quelques ajustements auraient, à coup sûr, empêché qu'il ne se reproduise. Il avait d'ailleurs consacré son temps libre à refaire les calculs, à chercher, à comprendre et à trouver des solutions. Un tel comportement obsessionnel avait fini par nuire à sa carrière et il était presque devenu infréquentable. Dans le milieu, on se moquait de lui car, pour tout le monde, Pléthore était mort. Sauf que, le jour où l'Union eut besoin de relancer le projet pour réaliser les prédictions, une seule personne avait encore l'expertise nécessaire, Bob Moore. Les railleries disparurent et la carrière redémarra. En cette matinée ensoleillée, bien que fraîche, Bob savourait sa victoire au moment où il s'apprêtait à basculer le levier qui allait ramener Pléthore à la vie. La salle de contrôle de la centrale était emplie de spécialistes, tous plus avisés les uns que les autres. L'Inde, la Chine, les USA, l'Union et la Russie avaient tous délégué leurs propres scientifiques. C'était une question de prestige, car aucun d'eux n'avait de rôle réel à jouer. Seul Bob Moore et ses 2 techniciens maîtrisaient l'ensemble de l'opération. Il n'était pas étonnant dès lors de constater que chaque scientifique, en fonction de son pays d'origine, avait une approche différente de l'instant. Associés au projet et pétris de politesse protocolaire, les Chinois et les Indiens demeuraient réservés, prenant des notes mais n'intervenant que très peu. Sans doute jaloux de ne pas être les maîtres d'œuvre, les Américains faisaient des commentaires sur tout, revérifiaient les chiffres, les instruments et agissaient comme s'ils étaient en pays conquis. Les Russes, quant à eux, étaient méfiants et prenaient très au sérieux leur rôle de représentants des autres nations. Enfin, les scientifiques de l'Union exultaient et cachaient avec peine leur impatience. Assis au milieu de tout ce beau monde devant la console principale, Bob Moore ressemblait à un roi sur son trône. Il demanda à chacun des techniciens de lui confirmer les dernières constantes. Il fit quelques réglages, puis entama le compte à rebours précédant la mise sous tension.
5, Un silence soudain se fit dans toute la salle de contrôle. 4, Tous les techniciens vérifièrent les ultimes réglages. Aucun ne donna de signal d'alerte. 3, Un des scientifiques russes toussa, ce qui fit sursauter tout le monde. Il dut subir le regard réprobateur de tous ses collègues. 2, Le technicien à la droite de Moore pressa 3 boutons, et un léger bourdonnement se fit entendre. 1, Le technicien à la gauche de Moore tourna 2 clés, et le bourdonnement s'accentua. 0. Bob Moore poussa le levier principal. Il y eut un bruit sourd, puis 5 voyants rouges s'allumèrent sur les différentes consoles. Personne ne disait rien. Les techniciens étaient figés. Bob Moore tapotait nerveusement avec son index. Le premier voyant passa au vert. Quelques instants plus tard, le second. Et le troisième firent de même. Les 2 autres ne changèrent pas. Moore était de plus en plus nerveux. Préparez-vous à couper le système. Ordonna-t-il. Il y eut un nouveau silence, puis des murmures commencèrent à monter parmi les scientifiques. Les techniciens fixèrent Bob en attendant son signal. Il ne vint pas, et le bourdonnement augmenta. La tension se fit palpable, et les Russes émirent une protestation soutenue par les Américains. Bob Moore ne détourna même pas le regard. D'un seul coup, les 2 derniers voyants devinrent verts à leur tour, et les aiguilles des cadrans indiquant que la production d'énergie était effective commencèrent à bouger. Moore toisa les scientifiques, et après une courte hésitation, ces derniers se mirent à applaudir. « 12 juillet, dans les sous-sols du palais présidentiel de l'Union. Dans les sous-sols du palais présidentiel se trouvaient plusieurs salles sécurisées. Protégées des ondes, des oreilles indiscrètes et des voyeurs en tout genre, elles permettaient d'organiser des réunions secrètes. C'est dans l'une d'elles que se tenait, ce matin-là, une importante rencontre entre la présidente Taylor, quelques responsables militaires et de renseignement, et les 3 scientifiques Paul Grossen, Karl Laval et Bob Moore. Amanda était préoccupée. Depuis sa remise en route, Pléthore avait eu des petits dysfonctionnements. Oh, rien de grave, mais au vu de la situation actuelle, c'était déjà beaucoup trop. Les Russes n'arrangeaient pas les choses. Ils ne cachaient rien à la communauté internationale, et chaque fois qu'un voyant virait au rouge, cela faisait la une des journaux. C'est justement l'un d'eux qui était posé devant la présidente, et le titre qui s'étalait sur la une laissait à penser que les tensions n'allaient pas retomber de sitôt. Stoppons Pléthore avant qu'il ne soit trop tard. Taylor expliqua ce qui l'avait poussé à organiser cette réunion. Prédiction ne faisait pas l'unanimité. Pour certains, l'idée de connaître notre avenir ne justifiait pas que l'on prît le risque de détruire le présent en relançant Pléthore. Si l'ONU continuait à soutenir le projet sous la pression des USA, de la Chine, de l'Inde et de l'Union, de plus en plus de mouvements écologistes le condamnaient. Des manifestations avaient eu lieu à Paris, Londres, Berlin et New York. Même si le nombre de participants était resté modeste, même si tous les sondages d'opinion montraient que la majorité des personnes attendaient avec impatience les résultats de cette expérience unique, il était évident que la situation pouvait déraper à tout moment. Le colonel Marcet, chef des services de la sécurité intérieure, confirma les craintes de la présidente. « Nous surveillons un certain nombre de groupes d'activistes, et plusieurs rapports confirment qu'ils envisagent des actions plus concrètes. »« De quel ordre » demanda Amanda. « Nous ne le savons pas encore précisément. Au mieux des manifestations sauvages, au pire des sabotages. » Assis en face de la présidente, Bob Moore rongeait son frein. Ses attaques contre son bébé lui paraissaient scandaleuses et injustifiées. Il prit la parole pour affirmer que tous les défauts qu'avait connus le réacteur lors de sa première utilisation avaient été corrigés. De plus, les procédures de sécurité avaient été renforcées. Le ton péremptoire pris par le scientifique pour se défendre agaça le colonel Marcet, qui ne manqua pas de lui demander pourquoi, si tout avait été repensé, il y avait encore autant de problèmes. Ce ne sont pas des problèmes, juste des incidents inévitables lorsque l'on fait fonctionner des engins d'une telle sophistication. Le chef de la sécurité intérieure avait déjà la bouche ouverte pour répliquer, mais la présidente Taylor incita cordialement, mais fermement tous les protagonistes à cesser ce débat stérile. Elle se tourna vers Laval pour connaître l'avancement de prédiction. « Eh bien, madame, l'ensemble des installations est terminé. Nous devons désormais remplir les accumulateurs en gardant un débit constant, et seul Pléthore peut nous fournir l'énergie nécessaire. » « Combien de temps avant que cela soit opérationnel » insista Amanda. « Comme prévu, répondit Karl. 8 jours. » La présidente eut un petit geste d'agacement qui ne lui était pas habituel. Elle avait espéré un délai plus court. Après une courte réflexion, elle se tourna vers Marcet et lui demanda son avis. « Trop long. » Il semblait impossible au général de tenir tous les adversaires du projet en respect aussi longtemps. Paul Grossen s'amusa de cette remarque. Voilà bien la preuve que la volonté politique ne peut pas tout. La réalité scientifique s'impose à ce rythme. Il nous faudra 8 jours pour pouvoir activer prédiction. Pas de négociation diplomatique possible.
Il fut le seul à s'amuser de sa remarque, mais elle entraîna un silence de déception. La résignation semblait de mise. Et puis Bob Moore reprit la main un peu timidement. On peut augmenter la production de pléthore avec certains réglages. Quel est le piège interrogea la présidente. Un peu d'instabilité et on sortirait des critères optimums de sécurité. Un nouveau silence pesa sur l'assemblée. Laval se régla la gorge et demanda quel gain de puissance on pouvait espérer. Moore griffonna un chiffre sur un morceau de papier devant lui et le tendit à son collègue scientifique. Karl secoua la tête et eut une moue satisfaite. Avec cette puissance, on pourrait être prêt dans 4 jours. Oubliant les risques dont avait fait timidement part le professeur Moore et sans prendre la peine de consulter ses alliés, Amanda donna l'ordre d'augmenter la puissance de pléthore. « 14 juillet, siège des Nations Unies, New York. Depuis le lancement de prédictions, l'Assemblée générale des Nations Unies siégeait en permanence. C'était le seul moyen qu'avaient trouvé les États tiers au projet pour rester dans l'histoire et s'assurer une protection bien illusoire de leurs intérêts. De par sa position spécifique et son poids politique, la Russie pouvait apparaître comme le chef de file de ces pays. Aussi, quand elle exigeait une réunion d'urgence et qu'elle dénonça avec virulence les décisions de l'Union d'augmenter la puissance de pléthore, elle reçut des soutiens appuyés d'une grande majorité de l'Assemblée. La mèche avait été allumée. Pas de doute que le reste des négociations se ferait en toute discrétion. L'AG vota une protestation qui fut transmise à la présidente Taylor. L'après-midi même, dans un grand hôtel de New York, les diplomates russes, américains, indiens, chinois et de l'Union se retrouvaient en secret pour négocier. Forts de leurs appuis, les Russes se montraient intransigeants. La puissance de pléthore doit être réduite aux normes acceptées par les accords précédents. Dans un premier temps, aucune discussion. Puis lorsque tous eurent bien montré leurs canines, les premières avancées furent constatées. Les Russes finirent par accorder un délai de 4 jours à la seule condition de pouvoir renforcer leur présence dans la centrale pour mieux contrôler les choses. Cela fut accordé. Charge à eux de convaincre leurs alliés. Le soir même, une équipe de 50 Russes, tous présentés comme des scientifiques qualifiés, arrivait à la centrale aux grandes dames du professeur Moore. « 14 juillet, Avesnes-sur-Morgée, village proche de la centrale pléthore. Esteban était un grand gaillard sec et courbé. Son visage était anguleux, ses yeux globuleux. Son nez était en coude depuis qu'il avait été cassé au rugby, sport qu'il avait très vite abandonné en comprenant que sa carrure n'était pas compatible. Ses cheveux foncés, épars et un peu gras étaient plaqués sur le devant du front pour cacher un peu sa calvitie. Ce matin-là, affalé sur son canapé, une cigarette à la main, il suivait sur une chaîne info les débats aux Nations Unies avec une boule au ventre. Le sort de pléthore l'intéressait au premier chef, car, après avoir été au chômage pendant des années, il avait retrouvé un emploi à la centrale en tant qu'agent de sécurité. Un coup de sonnette. Sa femme alla ouvrir la porte et cria depuis le vestibule. « Chérie, c'est mon frère, il veut te voir !» Esteban soupira et ne bougea pas une oreille. Il écrasa sa cigarette dans le cendrier et attendit résigné que l'importun vienne jusqu'à lui. Alban, le beau-frère, était un petit gabarit. Le visage rond et d'ordinaire jovial, il affichait ce jour-là une mine grave. À peine avait-il franchi le seuil du salon qu'il jetait un coup d'œil en arrière pour s'assurer que sa sœur ne l'avait pas suivi. « Salut Esteban !»« Salut !» Alban ferma la porte et rejoignit son beau-frère sous le canapé. Pendant un court instant, les deux hommes semblèrent s'ignorer totalement, et l'on entendit les commentaires du journaliste de la chaîne Info. L'ambiance était lourde. Alban se racla la gorge pour attirer l'attention, mais pour toute réaction, Esteban sortit une cigarette du paquet posé sur la table devant lui, et sans quitter le poste de télévision des yeux, l'alluma. Il tira une grande taffe. « Tu as réfléchi ?» demanda Alban hésitant. Pas de réponse. À la télévision, un diplomate russe faisait part de ses inquiétudes concernant pléthore. Alban montra le poste du doigt. « Tu vois bien, le monde entier est inquiet, et nous ne pouvons pas rester sans réagir. » Esteban se cala au fond du fauteuil, toujours sans regarder son beau-frère. « J'ai confiance, moi, et puis j'ai envie de savoir quel sera notre avenir. Si pléthore explose, il sera vite vu. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Dans 2 jours, nous aurons assez d'énergie pour ouvrir le tunnel et nous aurons un contact avec le futur. Ce sera un des plus grands moments de l'histoire. Et après, ils réduiront la puissance de pléthore au maximum. Il n'y aura plus de danger. Tu es sûr ?» Esteban écrasa sa seconde cigarette et se tourna enfin vers Alban. « Dans 2 jours, même toi tu ne penseras plus à cette centrale et tu n'auras en tête que le contact avec le futur. »« Je ne te demande presque rien, insista Alban, en jouant là son dernier atout. Tu nous fais entrer
On occupe pacifiquement le site et on force les autorités à l'arrêter. Et tant pis pour prédiction. Tant pis. C'est non. Désabusé, Alban se leva et se dirigea vers la porte. Comme il allait sortir, il se retourna. « Tu as l'air de vraiment tenir à savoir quel sera notre futur. J'espère que tu ne seras pas déçu. Si tu changes d'avis, tu sais où me joindre. » 14 juillet, terrasse du Café Flore, Paris. Hervé de Sens fixait Sergueï Romanov et dans un russe parfait, il demanda « Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller ?» L'agent du FSB reposa sa tasse de café et afficha un large sourire. « Mais jusqu'au bout, mon cher Hervé, jusqu'au bout. » Nous respectons l'accord, oui, mais je pense que tu n'as pas compris le sens de ma demande et de cette rencontre. De Sens eut du mal à cacher son agacement montant, ce qui amusait au plus haut point Romanov. Ce dernier prit le temps de finir son café pour poursuivre. La boisson était chaude, très chaude, et cela prit un peu de temps. Voilà, Hervé. Tu sais que nos responsables aiment bien passer par des gens comme nous pour transmettre des messages un peu trop directs. Au fait, Sergueï, au fait. Bien, vous avez prévu de lancer prédiction le 16 au matin. À 13h, heure locale, Moscou vous sommera de couper Pléthore. Vous aurez 1 heure. Mais enfin, nous n'avons aucune idée du temps qu'il faudra à prédiction pour établir un contact avec le futur. Et puis, nous aurons besoin d'énergie pendant toute la durée de l'opération. Ce n'est pas notre problème, Hervé. Nous ferons stopper Pléthore le 16 juillet à 14h locale. Le Russe se leva et jeta 2 pièces sur la table. Je t'invite, camarade. Il tapota l'épaule de Sens et s'éloigna sans rien ajouter. Hervé resta un long moment quelque peu abattu. The number you have dialed has been changed. The new number is 9 9 9 Les 9 parallèles. À suivre.